Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Anna Soto. Anna est biologiste, chercheuse et professeure à l'université Tufts de Boston. Anna fait partie des pionniers de la recherche sur les effets des perturbateurs endocriniens à faible dose et elle est notamment connue pour sa participation à la célèbre conférence de Wingspread en 1991 où a été inventé le terme même de perturbateur endocrinien. À mes yeux, il s'agit d'une véritable icône dans le domaine de la santé environnementale. On discute des enjeux spécifiques aux perturbateurs endocriniens, des effets des plastiques sur le vivant, de ce qu'on peut faire à notre niveau de parents, individuellement et collectivement, et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles, et je vous amène à Anna Soto. Aujourd'hui, je suis avec Anna Soto. Anna, merci de te joindre à moi. Merci Guillaume. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, notamment parce que tes travaux ont fait partie de ceux qui m'ont donné envie de travailler dans le domaine de la santé environnementale. Donc un grand merci à toi. Pour commencer, je te propose de présenter ce sur quoi tu travailles et puis les enjeux associés en santé environnementale. Oui, c'est une très longue histoire et comme la plupart des choses qui sont de toxines environnementales, on découvre ça par hasard. Ce n'est pas une chose qu'on cherche. Je suis un médecin, et je travaille sur la biologie du développement et l'endocrinologie. Et il y a une trentaine d'années, un peu plus, qu'on étudiait et on étudie encore les cancers du sein. Et on fait passer des expériments in vitro avec une lignée cellulaire où il avait comme témoin, comme toujours en biologie, on met le témoin négatif et le témoin positif. Et si ça marche, toutes les autres données sont bonnes, en principe. Voilà, donc ça marchait de tout le temps. Les négatives étaient négatives et les positives étaient 6 fois plus haut. Bon. Et tout d'un coup, il avait des cellules partout. Il avait exactement le même résultat pour les témoins négatifs et les positifs. Voilà, ça indique une contamination avec la même chose qu'on a dans les positifs. Et les positifs étaient l'hormone estrogène. OK? Ouais. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'il avait une contamination avec l'estrogène. D'où ça venait? Parce que comme on travaille, estrogènes sont des hormones très, très, très efficaces et travaillent à très petite dose, donc infime. Et donc, on dit, mais comment on peut avoir un problème comme ça? Donc, on a nettoyé la salle de culture avec l'alcool, parce que les estrogènes sont des stéroïdes, ils sont solubles dans l'alcool, pas dans l'eau. Et regarde, ça passe 4 mois pour voir d'où ça venait. Et donc, j'ai travaillé avec mon partenaire, et le professeur Sonnenschein. Et donc, on a décidé de faire une liste de chaque chose qu'on utilisait. C'est-à-dire, je me mets à côté et je commence à écrire pipette 5 millilitres. Okay. Donc, à la fin, on avait une liste de tout et on commençait à faire un système de permutation. Donc, la première chose, c'est sortir de notre labo et aller à un autre labo avec les éléments des autres. Et la seule chose qu'on avait amenée avec nous, c'était on utilisait les sérum humains qui étaient traités au charbon pour les rendre libres d'estrogène. Et donc, on gardait ça dans les congélateurs. Et donc, on obtient exactement la même chose, mais toutes les autres choses étaient différentes. Bon. Donc, on essaye de voir si on change le
tuyau où on garde le sérum. Donc, on prépare une nouvelle batch de sérum et on les met dans des autres tuyaux qu'on trouve dans une collègue. Miracle, tout marche. Donc, on appelle la compagnie qui fabrique le tube, qui s'appelle Corning. Il dit, ben, on a un petit problème, vous savez que votre tuyau de centrifuge libère l'estrogène. Quoi? Ok, oui, je vous raconte l'histoire. Bon. Donc, on a envoyé une lettre, ils ont appelé par téléphone, on a dit exactement, on a expliqué, on s'envoie 4 ou 5 batchs différents de tuyaux de centrifuge, et on obtient, on peut dire 10 jours plus tard, quels sont les batchs qui ont l'activité. Et donc, immédiatement, il y en a à Boston à parler avec nous. Il dit, bah, effectivement, c'est votre essai, c'est très, très sensible parce que on a changé la formule pour faire les plastiques plus résistants aux impacts. Voilà, donc on a dit, ben, qu'est-ce que vous avez mis dans la formule? Secret de fabrication. Donc, on commence à investiguer et ça prend beaucoup plus de temps. Et même, je suis médecin, comme je dis, et biologiste, endocrinologiste, tout ça, c'est la biologie, des spécialités de la biologie. Je ne suis pas chimiste. Bon. Donc, j'apprends un peu des chimie analytique, tout ça. Et finalement, je purifie quelque chose des activités estrogéniques de ce plastique. Et éventuellement, on fait la spectroscopie de masse et on trouve qu'il s'agissait d'une alkylphénol. Et donc, cette histoire commence mon travail sur les perturbateurs endocriniens parce qu'ils viennent visiter mon labo sans être invités. Voilà. Écoute, je suis hyper content que tu aies commencé par cette anecdote parce que je crois que cette anecdote, elle a dû être racontée, je pense, des milliers de fois. Ça fait partie des espèces d'histoires iconiques du domaine de la santé environnementale. Et en fait, il est tellement raconté que, en fait, il est souvent raconté par. C'est pour ça que je voulais pas te couper. Il est raconté par bout. Il y a des choses qui changent à l'intérieur. Moi, tu vois, la première fois qu'on m'avait raconté, on m'avait dit que c'était du bisphénol A, le problème. En fait, non, c'est du nonylphénol, comme tu l'as trouvé toi. Et je trouve que donc, j'étais content que tu la racontes. Et puis là, je trouve, en fait, au fur et à mesure de ton récit, je me disais, mais comme souvent les anecdotes un peu mythiques, un peu iconiques, en fait, il y a plein d'éléments intéressants dedans, quoi. Dans ton récit, on a le fait qu'une matière qu'on pensait inerte, finalement, a une activité biologique. On a l'aspect action à faible dose, mimant des hormones. On a le côté on veut avoir l'info, mais on a le secret professionnel. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Oui, c'est toute une histoire qui a pris beaucoup de temps. Parce que du moment, ça s'est passé, je pense, c'était le fin d'année de 87, 88, on rencontre le fabricant à Boston. 7 mois plus tard, de moment qu'on a cessé d'avoir de bons résultats, tu comprends, c'est horrible. Et à partir de ça, il y a encore 1 an de travail, 1 an et demi, pour bien établir la nature moléculaire de cette contamination. Mais une chose très intéressante, c'est qu'au moment qu'on travaillait sur le sujet, notre université avait c'est un des premiers à s'occuper sur l'environnement. Notre président, Jean Mayer, oui, un Français, son père, il était prof à Strasbourg
Et lui, il était résistant. Et après la guerre, et la Deuxième Guerre, il est venu aux États-Unis comme professeur de nutrition à Harvard. Il est devenu président de Tufts. Au moment qu'on avait les problèmes, c'était extraordinaire parce qu'un vrai scientifique était président de l'institution et il était déjà involucré dans les problèmes de l'environnement. Il a commencé pour créer une chose qui s'appelait Center for Environmental Management. Et là, il avait trouvé que pour bien développer ça, bien sûr, il fallait l'argent, il a trouvé l'argent de l'EPA, Environmental Protection Agency. Et donc, on commence à voir comment est-ce que nous, les professeurs qui nous occupons de la science basique et tout ça, on s'engage un peu sur cette situation. Et comment on travaillait sur la langue mammaire et l'AC que je viens de décrire avec les témoins positifs et négatifs, c'était un test biologique de l'activité estrogénique. Voilà. Donc, on avait développé cette chose pour faire notre recherche basique fondamentale, mais à partir de ça, on pouvait s'occuper des choses comme les pesticides. Il y avait des pesticides bien connus comme estrogènes, comme le DDT. Et donc, on avait pensé avec mon partenaire Carlos Sonnenschein que c'était une bonne idée de voir si on pouvait utiliser un tel essai. Donc, la chose vient tomber sur nous quand on était déjà préparés. C'est une chose assez incroyable. On était préparés, mais on ne pensait pas à trouver les problèmes par accident, parce qu'on n'avait pas essayé de faire une épreuve sur des choses qu'on trouve dans l'environnement. Voilà. On avait bien développé cet essai, une extension de ce qu'on utilisait au labo pour purifier un facteur important pour cette activité estrogénique. Voilà. Je ne raconte pas ça parce que ça va prendre une autre heure. Oui, je vais renvoyer vers moi. La première fois, j'ai eu un récit détaillé effectivement de cette aventure d'enquête pour trouver le contaminant mystérieux et puis cette conclusion effectivement que ça se termine en test de référence. C'est bien raconté dans le livre de Theo Colborn, voilà, et co-autrice, qui s'appelle Our Stolen Future. Et oui, ça me fait penser, puisque tu disais 87, donc tu arrives comme une pionnière en fait de ce type de recherche, et donc c'est dans ce cadre-là que tu participes à la célèbre conférence de Wingspread dans le domaine de l'environnement, de la santé environnementale. Exactement. Et, on a publié en 2021 une histoire dans Nature Reviews of Endocrinology sur l'histoire de ça. Elle s'appelle The Wingspread à Clarity et raconte, c'est un peu une histoire personnelle, mais aussi l'histoire de perturbateurs endocriniens. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de Jean Mayer, c'est très important parce qu'il a créé cet institut, Center for Environmental Management. Et là, on parlait de l'AC et on racontait l'histoire. OK, on avait l'argent pour développer cet essai des estrogènes et on a tout ce que je viens de raconter et que le candidat était un alkylphénol. Je ne savais pas exactement qu'il s'agissait de nonylphénol, mais bon. Et pas seulement j'ai fait une présentation orale, mais c'était tout à fait fermé, c'est intérieur à l'université. Il y avait une dame, une amie de Theo Colborn, la personne qui a organisé la conférence de Wingspread et qu'on appelle la mère des perturbateurs endocriniens, parce que c'est à partir de ces études dans les grands lacs à la frontière des États-Unis et Canada
où elle avait trouvé des problèmes énormes dans la faune. Et tout le monde lui disait, bah, c'est parce que comme les pesticides, les et PCB, ils étaient interdits en 1973. Il faut attendre que tout ça descende, parce que quand il commence à descendre, on commence à voir une augmentation de la reproduction du symbole national, la chauve. Et donc, notre aigle était en voie d'extinction. C'est pour ça qu'on a interdit l'utilisation dans l'agriculture de DDT à ce moment-là. Bon. Et donc, on disait, bah, il faut attendre et tout ça va disparaître. Et donc, cette dame, l'amie de Théo, qui était présente dans ma conférence, parle avec moi. J'ai dit, mais si, je ne sais pas si c'est cet acrylphénol, c'est le nonyle ou le octyl ou quoi, mais c'est un détergent et le nonylphénol polyéthoxylate et le octylphénol polyéthoxylate, il existe, je l'ai lu, dans quelques rivières des États-Unis. Voilà. Donc, pour Théo, ça, c'était très important. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez parler librement avec elle? Oui, quand vous voulez, vous lui disiez de me contacter, je donne ma carte de... Bon. Et une semaine plus tard, Théo m'appelle. Et donc, bon, c'est ça l'histoire de comment est-ce que tout ça a commencé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours la même chose. On lance l'alerte de quelque chose se passe, mais c'est pas, nous ne sommes pas les premières. Il y a des autres choses. Il avait déjà les pesticides. C'est pour ça qu'il avait les printemps silencieuses en 1962, je pense. Et c'est comme ça. Tous les temps, c'est la même chose. Des early warnings. Il y a cette histoire que quand on commence à voir qu'il y a un problème, on ne s'arrête pas là. On essaye de tout démontrer, et ça prend 30 ans, pour voir que c'est exactement ça. Et il y aura 30 ans de gens qui sont impersonnés parce qu'on n'arrête pas. Donc, on n'utilise jamais un bon principe pour vraiment s'arrêter et il faut tout démontrer. Ce n'est pas prudent. Et ça passe tout le temps. Il a passé aussi après avec le plastique et les microplastiques. Donc, on fait n'importe quoi. Et après, on dit, ah, mais on n'a pas l'évidence. Par exemple, quand on trouve des microplastiques qui passent la barrière de 5 cerveaux ou la barrière de 5 testicules, et on trouve à l'intérieur du système nerveux ou du testicule des microparticules de plastique, on nous dit, bah, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de... mais on n'a rien démontré. Et pour moi, la réponse, c'est, oui, je ne peux pas dire que ça fait du mal, mais vous pensez que ça fait du bien? Comment est-ce que vous pensez que ça va être neutre? C'était un thème que j'ai discuté avec... dans un échange que j'ai pu avoir avec Francine Marano qui reprend la logique que tu mets en avant. Et pour ce peu, tu parlais de early warnings, il y a un rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui a ce titre-là qui est très connu et qui fait une synthèse de comment on a pris en compte ou pas les early warnings, et je l'enverrai en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Oui. Je vais essayer de revenir sur parce qu'on est dans le cadre des vidéos que je fais, on s'adresse à des parents, donc assez rapidement j'essaie d'aller sur comment on peut traduire ça en termes de bonnes pratiques au niveau individuel des parents. Et donc la conclusion est toute trouvée. Je me demandais comment, sur la base du travail que tu fais, des résultats que tu as obtenus, mais surtout de ta connaissance aujourd'hui de la littérature, donc typiquement pour les plastiques, comment tu traduis ça dans ta vie de tous les jours, ton savoir? Bon, premièrement, il faut savoir qu'il y a des choses comme le bisphénol A, que chez les animaux à dose très faible, et on parle spécialement des expositions pendant le développement fœtal. Okay? Mais on trouve aussi des effets à des autres âges. C'est-à-dire, c'est pas si vous êtes ancienne,
vous pouvez avoir aussi des problèmes par exposition aux perturbateurs endocriniens. Mais si vous êtes fœtus, c'est-à-dire quand les organes commencent à se former, c'est beaucoup plus, je dirais, dangereux, c'est plus grave. Et donc, mais des doses infinitésimales petites sont capables de produire des grands problèmes comme l'obésité, la diabète, cancer, troubles de comportement et diminution de la capacité de se reproduire. Voilà. Pour dire quelques-uns, parce que c'est toutes des choses comme ça qu'on a démontrées chez les animaux, mais ce sont toutes des pathologies qui montent dans toutes les populations de les premiers mondes, parce que c'est là, je ne sais pas, je suis sûre que ça passe dans les autres pays, mais c'est les pays où on a des statistiques. Voilà. Il y a une chose qu'on a fait un groupe, et c'était deux choses séparées. Je pense que c'est en 2009, c'est les premiers rapports de la Société d'endocrinologie. Ouais. Et ça, on dit qu'on a assez d'évidence pour devoir commencer à mettre ça dans une politique de santé. Et très peu après, on a refait les documents en montrant que la bibliographie a explosé. Donc, c'est comme un bouquin, c'est qu'on a produit le deuxième rapport. Et le deuxième rapport, on a fait une executive summary, parce que c'est presque impossible de lire tout ça, parce que c'est une... l'évidence est énorme. Et finalement, EFSA a dit qu'il faut changer la dose journalière. Voilà. La dose journalière tolérable par un facteur de 20 000. C'est-à-dire 20 000, c'est-à-dire que les doses que j'ai étudiées chez la souris sont déjà reconnues comme toxiques et on est exposé à beaucoup plus que ça. Donc, c'est pour ça, OK, l'EFSA a dit ça, il faut voir, et je pense que l'Union européenne va bien sûr répondre à cette évaluation, oui, directive de la EFSA. Donc, je commence à vous dire, le problème, il n'est pas un problème simple qu'on résout comme ça. Ce que je fais, premièrement, je sais que acheter bio, c'est plus cher. Bon, mais si on a le moyen pour le faire, on doit le faire parce que mais ça se certifie seulement qu'on n'est pas exposé à des pesticides. Il ne dit rien sur les estrogènes du plastique, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on protège les siennes? Ben, on fait des choses très élémentaires parce qu'on essaye de n'utiliser pas les plastiques, de n'utiliser pas les films alimentaires. La première fois qu'on a essayé, il y a des années, ils contiennent les polytoxylates de bisphénol A, par exemple. OK. Donc, on commence à dire, on ne va pas cuisiner avec le plastique et on ne va pas garder ce qu'on achète dans le plastique. Et dans la mesure du possible, parce que, par exemple, on peut utiliser des petites sacs d'étoffe, de coton, des choses comme ça qu'on peut laver après. Mais bon, donc je fais tout ça. Et si j'ai besoin d'utiliser le micro-ondes, j'utilise les plats de Corning, surtout les carrés, parce que si vous avez une chose carrée, vous pouvez utiliser les couvercules dans un angle. De cette façon, il laisse passer les vapeurs. Voilà. Le rendre, c'est plus difficile. Mais pour éviter d'utiliser les films alimentaires, c'est mieux d'avoir une chose comme ça et c'est tout. Mais une fois que j'ai dit qu'on fait tout ça, on utilise aussi
dans la mesure du possible, pour le nettoyage de la maison, on utilise le vinaigre et tout ça. Il y a des NGO qui peuvent vous éduquer sur le sujet, comme par exemple Réseau Environnement Santé. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Les problèmes, c'est qu'à la fin de la journée, on ne sait pas si on a coupé l'exposition pour 90%, ou j'ai réduit seulement 20%. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on achète. Et il y a aussi l'emballage. L'emballage, c'est en plastique, et l'hiver, quelquefois, des bisphénols A et tout ça. C'est pour ça que j'ai collaboré avec les parents des enfants pour cantines sans plastique, pour éviter ces problèmes. Ça, c'est l'autre problème, nourrir nos enfants avec quelque chose qui vient dans un sachet à plastique, qu'on mette au four, ce n'est pas bien du tout. Et donc, ça a changé en France parce que l'année prochaine, on doit avoir reçu ça à niveau national. Pour le moment, Limoges a fabriqué des plats spéciaux qui sont très jolis. C'est un plat où on a des compartiments pour la salade, pour les plats principaux et pour les desserts, par exemple. Et donc, c'est porcelaine de Limoges. C'est pas mal. Et à Strasbourg, on le fait avec l'acier inox. Et il aura des autres solutions. Mais ça, c'est une à part. Ce que je veux dire, c'est que si vous pensez, comment est-ce qu'on fait le beurre? On commence avec le lait. Comment est-ce que le lait vient de la vache à la plante de pasteurisation? Par des tuyaux à plastique. Bon, là, il y a un problème. Je ne sais pas s'il y a ou il y a plus les problèmes, mais il avait les problèmes des phtalates. Après, vous regardez votre beurre, il vient avec un papier qu'on dit c'est ciré, mais je ne sais pas si ça c'est cire, c'est un plastique. Donc, voilà, vous avez un problème là. Un autre problème, regardez votre carton de lait. Si c'était 2 cartons, le lait détruirait complètement la chose. Donc, il y a un film à l'intérieur. Et la chose la pire, ce sont les canettes, parce que là, le revêtement, l'hiver, le bisphénol A. Et maintenant, il y a une compagnie qui a changé ça et qui est en train il est utilisé en Amérique, mais qu'ils vont faire les choses bien apparemment, et donc sont en train d'essayer de passer tous les demandes de REACH, de la partie européenne, mais de toute façon, on peut utiliser d'autres moyens de cuisiner. Et c'est pour ça qu'on a besoin du gouvernement. Il faut frapper la porte des législateurs. Il faut... Oui, et puis ça fait un écho avec ce que tu disais tout à l'heure sur les réglementations, même avec des représentants politiques qui sont motivés sur ces sujets. En fait, on va leur objecter des problématiques de niveau de preuve. Tiens, je retrouve dans mes notes, il n'y a pas longtemps, c'était en 2020, je crois, dans un rapport, les inspections générales avaient dit, ils écrivent en France, donc l'inspection générale de l'environnement et de la santé, puis il y en a une autre. Donc, je cite ce que je voulais te dire de ce rapport. Près de 30 ans ont été nécessaires entre la conférence de Wingspread de 1991, où est inventée l'expression perturbateur endocrinien, sa diffusion par l'OMS en 2002 et l'évolution des méthodes réglementaires 2017 et 2018 pour un champ encore limité. Donc on voit que l'action réglementaire, elle est lente, elle a un délai. Et donc je trouvais que c'était intéressant que tu dises, non seulement on essaie de se protéger nous, mais comme on ne maîtrise pas l'ensemble de la chaîne et tout ce qui est en amont en particulier, avec tous les exemples que tu donnais, c'est important en complément d'avoir une action citoyenne, donc soit avec des associations comme Cantine sans plastique, comme tu dis, mais souvent tu dis aussi dans tes interviews, il faut aller taper à la porte même juste du maire à côté, il y a même des actions locales qui sont aussi très, très importantes, quoi.
Ah oui, ah oui. Et il y a aussi Réseau Environnement Santé parle avec toutes les petites mairies, c'est ville et territoire, mais il y a un effort de, oui, la charte qu'il faut signer, mais que là, on a beaucoup de gens qui aident cette NGO à écrire de petites plaies pour qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans avoir une politique environnementale assez bonne, parce que c'est le problème partout. Aux États-Unis, c'est pire qu'en France. En France, c'est mieux que dans toute la EU. Et c'est à partir de l'activisme de quelques législateurs comme Gérard Bapt de Toulouse, qui a commencé il y a des années avec l'histoire de Viveron. Et donc, j'ai été invitée à rendre mes opinions à l'Assemblée nationale. Et je suis très fière de ça parce que j'ai été convoquée par le Congrès des États-Unis en 1993. Rien s'est passé qui affecte notre santé vis-à-vis des perturbateurs endocriniens aux États-Unis. Et tous les changements ont été à niveau local. Parce que nous sommes plus une fédération. Voilà, donc Californie, c'est la plus en avance. Mais en Europe, je vois qu'avec ça, avec la loi qui s'occupe des denrées alimentaires aussi, qui vient plus tard, donc il y a 3. Et la dernière, des cantines sans plastique, je ne me souviens pas les noms de loi, mais c'est aussi très important ce qu'on fait là. Mais ce n'est pas assez. C'est très bien, mais ce n'est pas assez. Il faut faire plus. Et le plus, c'est la transparence. Parce que je ne comprends pas pourquoi l'industrie peut mettre ses intérêts commerciaux, c'est-à-dire les secrets de fabrication, sur la santé humaine, sur nous, les consommateurs de leurs produits. Pourquoi on doit s'empoisonner pour faire que ces gens gagnent de l'argent? Je ne comprends pas. Ça, c'est pas la santé publique. Voilà. Et pour avoir une santé publique, il faut avoir transparence. Et pour avoir transparence, il faut forcer cette histoire. Et donc, il faut changer les règles, parce que oui, ils ont le droit de faire un profit, mais il doit avoir des façons de protéger leur invention. Oui, mais ce n'est pas les secrets de tout ce qu'il est dans ce qu'ils vendent. Ça doit être une partie explicitée, et aussi, il doit démontrer, pour commencer, que ce qu'ils sont en train ils ont l'intérêt de vendre, il n'est pas toxique. Et on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce qu'il passe, il y a 3 ans pour approuver quelque chose. Il prend 3 ans aux États-Unis. Il prend 30 ans pour arrêter la mise de ces produits dans les marchés. Oui, il y a un facteur 10. Et dans plusieurs entretiens que tu as pu donner ou dans des articles que j'ai lus, tu étais co-autrice, il me semble, je parle sous ton contrôle, c'est toi qui vas me confirmer que j'ai bien compris, il me semble que je te sens assez confiante en fait sur la capacité de l'industrie chimique à faire, donc on parle beaucoup des substitutions regrettables, et il m'a semblé que tu envoyé le message que le savoir était là et qu'en fait si on leur donne plus de contraintes sur la santé, en fait ils ont les connaissances pour faire des molécules qui ne sont pas toxiques, avec des substitutions pour le coup bénéfiques. T'ai-je bien compris? Moi, je pense qu'ils ont commencé quelques-uns pour faire des choses meilleures. OK? Et par exemple, c'est cette compagnie qui a fait la résine à l'intérieur des boîtes de conserve
mais ça marche très lentement parce qu'il y a des autres choses qui sont absolument criminelles, comme de dire que quelque chose n'a pas de bisphénol A et a des coussins de bisphénol A. Donc, en lieu de bisphénol A, on a les bisphénol S ou les bisphénol AF qui sont estrogéniques exactement à l'identique que bisphénol A. Donc, ils savaient, parce que si vous regardez les structures chimiques, vous rendez compte, bah, si je mets ça dans mon essai, il va être positif. Voilà. Et donc, tout ça, et c'est comme je viens d'écouter l'histoire de ton reportage sur le médiateur, et je te fais la propagande, mais c'est vraiment très intéressant d'écouter comment il était découvert. Parce que les fabricants savaient déjà. Et c'est tragique qu'on répète cette histoire. Et je pense qu'on répète cette histoire parce qu'on n'a pas encore une jurisprudence, il n'y a pas même une théorie de loi bien établie qui oblige au gouvernement de faire partie. Si on fait partie d'une décision, on est aussi coupable que l'industrie. Voilà. Si on met ça, on va commencer à faire les choses mieux parce que, mais d'une façon, va régler d'une meilleure façon parce que si vous permettez que quelqu'un fabrique n'importe quoi sans savoir exactement, sans demander exactement quelles sont les conséquences, vous êtes accomplice. C'est très clair. Donc, il doit y avoir une régulation. Une vraie part de responsabilité là-dedans. Oui. Si on revient sur le côté individuel, j'ai le souvenir que tu mettais aussi en avant l'importance, on pourrait voir ça comme une bonne pratique d'un autre type, l'importance d'être bien entouré, et notamment par des pédiatres ou par des médecins généralistes qui ont un intérêt et des compétences en santé environnementale. Oui, je serais preneur que tu développes un peu ce sujet. Je sais que tu les formes même et que tu témoignais que ça résonnait chez les gens que tu avais en face de toi. Oui, je pense qu'il y a, par exemple, pendant les dernières 5-6 ans, je donne un petit cours sur les perturbateurs endocriniens. Pas seulement ça, c'est les maladies d'origine fétale qui se manifestent dans l'âge adulte. Et tout le monde, c'est un petit groupe parce que toujours il y a beaucoup de cours et on ne peut pas passer toute la journée se mettre à prendre tout ce qui est disponible parce qu'il y a ce qui est réglementaire pour l'éducation médicale, que c'est toujours la même chose, c'est les mêmes matières. Et toutes ces choses qui sont nouvelles et qu'on prend ça et pas l'autre. Voilà, une chose comme ça. Et ces étudiants qui prennent le cours, ils commencent à s'informer, commencent à changer leur méthode de nettoyer la maison. Ils pensent qu'ils vont utiliser tout ça pour leur partie médicale. Il y a un certain enthousiasme pour se rendre compte que ce n'est pas l'ADN. Nous ne sommes pas notre ADN. Il y a des gens qui disent comme ça, nous sommes l'ADN, la réalisation de ce que c'est à l'intérieur de l'ADN. Ça, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Mais bon, d'un autre côté, on pense toujours dans l'organisme comme s'il vivait en isolation du monde extérieur, quand on fait l'enseignement normal. Et bien sûr que ce n'est pas le cas. Et donc, il faut amener l'environnement à l'enseignement. Parce qu'on ne vit pas sans l'air qu'on respire, l'eau qu'on a besoin, l'alimentation, on ne vit pas de ce qu'on a à l'intérieur. Non? Donc, on ne peut pas comprendre un organisme sans l'environnement où il habite. Et donc, il faut changer ça dans l'enseignement.
Mais oui, et je pense qu'il y a maintenant, il y a un intérêt de la partie des pédiatres de bien informer. Et ce n'est pas tous, il faut avoir déjà des associations médicaux qui poussent sur les problèmes aux autorités de santé publique. Il faut informer le public et c'est bien qu'il y a des gens qui le font motu proprio. Comment est-ce qu'on dit? Parce que c'est l'ambition personnelle de faire une telle chose. Mais il faut mettre ça dans les systèmes d'éducation des médecins, des infirmières, même dans la culture générale aussi. Il faut savoir qu'il y a un danger dans l'environnement, comme il n'existait avant, parce qu'avant, oui, il y avait des choses, on n'avait pas des antibiotiques, parce que si on parle de ça, on dit qu'il y a beaucoup de régulation, parce que il avait des autres problèmes, comme le plomb, bon, ok. Mais en réalité, la quantité de choses nouvelles qui existent dans le marché pousse de façon exponentielle. Voilà. On a 80 000 produits chimiques dans ici aux États-Unis qui sont utilisés dans l'industrie. Et je pense que maintenant, ça peut arriver à 100 000. Et donc, je suppose que c'est la même chose à l'Europe. Alors, le ministère annonce 100 000, c'était il y a 20 ans, ils annonçaient 100 000 sur le marché européen. Donc, si on met 1000 produits par an en ordre de grandeur, voilà, on est quelque part entre 100 et 150 000. On n'a peut-être pas besoin d'autant de produits. Ouais. Très bien, Anna. Est-ce qu'il y aurait un point important pour toi qu'on n'aurait pas abordé spontanément dans les échanges? Non, simplement que je veux renforcer l'idée de parler de ça avec chacun avec leur entourage, c'est-à-dire c'est les voisins, c'est la mairie, c'est des actions quand même de parler avec les députés, etc. Parce qu'il faut se protéger et le gouvernement ne le fait pas de façon automatique. Parce qu'il y a des autres forces, il y a aussi l'ignorance. Et l'ignorance, on n'est pas coupable d'être ignorant si on n'a pas l'éducation, mais il y a des moyens et il y a la possibilité, comme citoyenne, de pousser les choses dans une certaine direction. Et pour moi, les parents des enfants avec cantines en plastique, c'est une histoire incroyablement bonne. Okay? Donc, on a le pouvoir de changer les choses pour le meilleur. Et c'est ça que je veux installer. La démocratie, ce n'est pas voter chaque 5 années, une chose comme ça, non. La démocratie, c'est agir pour nous protéger et pour aider le gouvernement à nous protéger. Okay. Pour ceux qui, comme moi, trouveront ce genre de... Voilà, ton discours inspirant, je voulais, en plus d'aller taper au maire, d'aller contribuer à l'action d'associations en France, il y a aussi ce qu'on appelle les instituts éco-citoyens. Je renvoie à l'entretien que j'ai fait avec Philippe Chamaret, où c'est intéressant parce que c'est une action collective où les personnes sur un territoire participent à l'élaboration des questions de recherche et ensuite dans le protocole, notamment avec des prélèvements dans l'environnement, ils participent aussi aux travaux de recherche. C'est un mode d'action collective qui me semble aussi vraiment très intéressant. Ok, Anna, merci beaucoup pour ton temps, pour les informations utiles, pour les bonnes pratiques intéressantes pour les parents. Ceux qui veulent te suivre ton travail, suivre tes activités, est-ce qu'on a un support vers lesquels on peut les renvoyer préférentiellement? Non, je suis très désorganisée. Je n'ai pas eu le temps de mettre tous ces films et tout ça dans mon site internet de l'université. C'est le seul site internet que j'ai parce que je suis saturée de travail.
je travaille aux États-Unis, où se trouve mon labo. Je travaille à l'École normale supérieure de Paris, au Centre Cavaillés, où je travaille dans la biologie théorique pour changer les choses qui font changer dans la biologie, avec un groupe de philosophes et mathématiciens, physiciens et biologistes à l'école normale, que c'est très important. Donc, je fais l'aller-retour. C'est m'empêcher de produire du CO2 en venant des États-Unis en France, mais c'est comme ça. Et je n'ai pas le temps de m'occuper d'avoir un très bon site Internet. Mais voilà, je peux quand même regarder s'il y a quelque chose que je peux partager avec le public. Très bien, je le mettrai dans la description de la vidéo. Puis de toute façon, moi je te suis, donc je relayerai auprès des parents ce qui peut leur être utile. Bon, à nouveau, un grand merci. Et je te dis à très bientôt, j'espère, dans la vraie vie. Là. Et je te remercie aussi. Merci beaucoup une autre fois, Guillaume. Ouais, à très bientôt. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.